En fait, le risque le plus important n'est pas forcément au niveau du fonctionnement des centrales, mais au niveau des déchets radioactifs. En effet, on tolère un pourcentage de perte à tous les niveaux du cycle de l'uranium, on rejette des effluents gazeux et liquides, on s'occupe du taux de dilution de ces déchets, sans penser qu'ils sont concentrés au niveau de la chaîne alimentaire. En effet, plantes et animaux, tout au long de la chaîne alimentaire qui mène à l'homme, se chargent souvent de concentrer ces produits, et ce parfois dans des proportions considérables. Par exemple, le strontium 90 qui se fixe dans les organismes vivants d'un petit lac recevant des effluents faiblement radioactifs. Dans les eaux de la Perche, le strontium, qui s'y fixe comme le calcium, est concentré 3000 fois. Quelle sera la concentration dans les eaux du pêcheur? La concentration dans la chaîne alimentaire n'est pas, hélas, que le seul privilège des effluents radioactifs. Il en va de même pour le DDT ou le mercure, qui a fait au Japon, à Minamata plus précisément, des dizaines de morts et des centaines d'infirmes. Les informations officielles disent qu'il n'y a pas de différence entre la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. C'est vrai, car il s'agit toujours des trois rayonnements alpha, bêta et gamma. Mais la façon dont les radioactivités naturelles et artificielles agissent sur l'homme sont tout à fait différentes. La radioactivité naturelle provient d'une part du Soleil, dont les radiations les plus dangereuses sont arrêtées par la couche d'ozone. Une parenthèse sur cette couche d'ozone. Elle est actuellement en train d'être détruite dans des proportions tout à fait inquiétantes, d'une part par les avions supersoniques qui volent en haute atmosphère, tels que le Concorde, d'autre part par le fréon des frigos que l'on jette et le fréon des propulseurs de lacs, déodorants ou de produits à laver les vitres. La deuxième source de radioactivité naturelle provient des roches, telles que les roches granitiques. Mais la radioactivité naturelle agit essentiellement par irradiation, tandis que la radioactivité artificielle agit non seulement par irradiation, mais aussi par contamination. C'est-à-dire que les corps radioactifs sont absorbés par l'organisme. Parmi tous les corps radioactifs que l'on produit dans la centrale nucléaire, un bon nombre peuvent remplacer des éléments qui sont essentiels à la vie. Exemple, le strontium 90, qui n'existe pratiquement pas à l'état naturel, remplace le calcium dans les eaux. L'iode radioactif 131 remplace l'iode naturel et se fixe dans la thyroïde. Radioactivité. Exemple, le réchauffement des eaux. Tout récemment, devant la commission départementale de l'hygiène de l'Ain, EDF a déposé une demande d'utilisation de 110 mètres cubes par seconde du débit du Rhône, afin de refroidir les réacteurs nucléaires. Lorsque l'on apprend en même temps que le débit d'étiage est de 130 mètres cubes seconde, cela revient à dire que pratiquement, à certains moments de l'année, le Rhône entier ou presque passera par le site nucléaire. Les eaux se réchaufferont. Il y aura déséquilibre biologique de la rivière, notamment au plan piscicole, et également désoxygénation des eaux sous l'influence de la température, ce qui diminuera d'autant leur capacité d'auto-épuration. Ces eaux seront plus sensibles aux autres formes de pollution qui pourront découler par exemple de la zone industrielle ou de la zone urbaine voisine. Enfin, les eaux réchauffées pourront servir de bouillon de culture aux bactéries et virus, entre autres ceux de l'hépatite virale. Le débit du Rhône n'étant pas suffisant pour alimenter toutes les centrales qui doivent être construites, il est prévu d'utiliser des tours de refroidissement de 150 mètres de haut et 150 mètres de diamètre qui dissipent la chaleur en vaporisant de l'eau. Les tours de refroidissement sont moins efficaces que l'eau du fleuve et elles diminuent le rendement de la centrale. Ces tours de refroidissement consomment de l'eau. 120 mètres cubes par minute sont rejetés dans l'atmosphère sous forme de vapeur, d'où brouillard et verglas par temps froid. De la centrale nucléaire partent des couloirs de 200 mètres de large de lignes électriques. L'existence de ces lignes crée, outre une détérioration certaine du paysage, des perturbations sur la réception des ondes radio et télé. De plus, des fils situés dessous et dans l'axe des lignes à haute tension peuvent être électrifiés. Par exemple, les fils de fer placés dans les vignobles.
Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. En cette chaude soirée du 6 août 1945, c'est d'une bien triste naissance que je dois vous faire part. Celle de l'entrée dans l'histoire de l'atome qui a fait à Hiroshima 60 000 morts et 500 000 blessés. Affaire nationale à présent. Le 30 octobre 1945, le gouvernement provisoire du général de Gaulle met en place le commissariat à l'énergie atomique, organisme dont la mission est de doter la France de l'arme nucléaire. On lui fera revêtir par la suite un costume civil sur son habit militaire, et ses secrets militaires deviendront secrets industriels. « 1956, à Marcoule, la première pile atomique française diverge. Elle sert essentiellement à fabriquer le plutonium de la bombe. Ce n'est pas sans fierté que je vous annonce qu'en cet après-midi de février 1960, la France a réussi à faire exploser sa première bombe atomique. Pour concrétiser sa politique de rapprochement avec le tiers-monde, le gouvernement l'a fait exploser au Sahara. Dans les années 60, les grandes firmes multinationales placent leurs intérêts dans le pétrole. La France, comme les autres pays, se laisse imposer le tout pétrole comme source d'énergie, ce qui entraîne au niveau social des conséquences dramatiques, avec la fermeture notamment de mines de charbon. Le pillage du tiers-monde, lui, s'accentue. Et les bénéfices des multinationales, au mépris de la terre et des hommes, n'ont jamais été aussi florissants. Vers les années 70, par contre, les multinationales recyclent leurs capitaux dans le nucléaire. Le 4 mars 1974, le gouvernement Messmer lance la France dans l'horizon 2000 du tout électrique, tout nucléaire. Le 6 août 1975, le commissariat à l'énergie atomique, organisme public, passe sous statut privé. L'Inde, qui a acheté une centrale au Canada, vient de faire exploser sa première bombe atomique. Mais la famine continue. La France passe des marchés pour vendre des centrales nucléaires avec le Shah d'Iran et l'émir du Koweït. Mais on est en droit de se demander si c'est l'électricité ou le plutonium de la bombe qui intéresse ces pays pleins de soleil et de pétrole. De nombreux autres pays, tels que le Chili de Pinochet, la Corée du Sud ou l'Afrique du Sud ségrégationniste, sont candidats à de telles acquisitions. La prolifération des centrales conduit à la prolifération de l'arme nucléaire. Nous espérons être bientôt en mesure de vous informer du déclenchement de la première guerre thermonucléaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Sur le plan économique, il faut noter qu'EDF n'a jamais tenu compte dans le prix du revient du kilowattheure nucléaire du coût du démantèlement de la centrale. Une centrale nucléaire ne peut fonctionner plus de 20 à 25 ans, tout étant rongé par les matières radioactives. EDF n'a pas tenu compte non plus du fait que les centrales n'ont jamais fonctionné avec les rendements prévus, de l'augmentation certaine du prix de l'uranium, de l'augmentation du coût des centrales nucléaires et des coûts sociaux, c'est-à-dire ce que devra payer la collectivité du fait des atteintes à l'environnement et à la santé publique. Le programme nucléaire français consommera plus d'énergie que ce qu'il n'en produit pendant de nombreuses années. On est donc en droit de se demander, premièrement, si le programme nucléaire français sera énergétiquement rentable.
Deuxièmement, si le prix du kilowattheure nucléaire sera effectivement compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. Le choix de l'énergie nucléaire, en plus des risques que cela comporte, a des conséquences au niveau des structures sociales du pays. Le fait que ce soit une énergie centralisée implique qu'un petit nombre de personnes pourra distribuer selon sa volonté l'énergie. La centralisation de l'énergie implique la centralisation du pouvoir. Du fait qu'il s'agit d'une technologie très complexe, la division entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels s'accentuera de plus en plus. Du fait des dangers que cela comporte, tout un arsenal policier sera mis en place pour prévenir les attentats et les vols de matières radioactives. Dans quelques années, une grosse part de notre économie sera en rapport avec l'industrie nucléaire. Fabrication d'acier, de béton, etc. Il sera donc de plus en plus difficile de quitter ce chemin dont dépendront un certain nombre d'emplois. Aucune activité, pas même la médecine, n'a autant d'influence sur la santé que l'agriculture. Demain, je dis bien demain, quand toutes les centrales prévues seront en activité, quelle nourriture pourrons-nous proposer à la population ? Je dis bien demain car, comme il y a 30 ans, le DTT, quand il était seulement utilisé pour tuer les poules sur les chats, ne présentait que des dangers très minimes. Pour moi, l'industrie nucléaire, c'est un peu pareil. Actuellement, les dangers sont très minimes, mais avec l'évolution prévue, que sera demain ? C'est pourquoi je m'insurge et je m'insurge contre les spécialistes, car le DTT aussi a été conçu par des spécialistes. La thalidomide aussi a été fait avec la bénédiction des spécialistes. Et demain, dans 30 ans, ce sera trop tard. Pour moi donc, il y a deux possibilités, ou bien s'adapter à l'erreur, ou bien la combattre. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'erreur ? C'est ce gaspillage actuel, cette surconsommation abominable où on jette tout, où on produit pour consommer, où on consomme pour produire. Il serait donc urgent de s'arrêter de fabriquer des objets qui se cassent tout de suite, ou des objets inutiles, ou des objets qui ne profitent qu'à une minorité, ou des objets franchement nuisibles à l'homme, tels que l'armement ou les réacteurs nucléaires. On pourrait alors se demander s'il n'est pas possible ou s'il ne vaudrait pas mieux créer des emplois pour fabriquer des produits durables, utiles et agréables à l'homme. Il serait aussi urgent d'empêcher les multinationales et les technocrates à leur service de jouer avec notre vie. Pour cela, il est indispensable de transformer les structures sociales en décentralisant le pouvoir pour que chacun puisse réfléchir et participer aux décisions qui le concernent. Il serait aussi urgent de se demander si progrès signifie bonheur. Il serait enfin urgent de se demander si à la place d'une croissance globale de la production, il ne vaudrait pas mieux une meilleure répartition des richesses, et cela au niveau mondial.